Si tu penses que le Verseau est simplement ce signe original et humanitaire qui se soucie du bien collectif, tu ne vois que la surface de quelque chose de si étrange et émotionnellement extraterrestre que ça défie toute compréhension normale de ce que signifie être humain. Le Verseau opère depuis une dimension de réalité où l'humanité est concept intellectuel fascinant, mais les humains individuels sont irritants et décevants, où l'amour universel pour l'humanité abstraite coexiste avec une indifférence glaciale envers les personnes réelles qui souffrent devant eux. C'est le signe qui peut théoriser pendant des heures sur la justice sociale, tout en traitant son propre partenaire avec une froideur robotique, qui peut prêcher l'égalité tout en se considérant intellectuellement supérieur à pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le Verseau est probablement le signe le plus mal compris et dangereusement détaché de tout le zodiaque. Et je te préviens, une fois que tu comprendras sa vraie nature, tu ne pourras plus jamais voir un Verseau comme cet humaniste progressiste que tu croyais connaître. La vérité, c'est que le Verseau ne vit pas vraiment dans le monde humain des émotions et des connexions. Sa conscience fonctionne comme un observateur extraterrestre qui étudie l'humanité avec fascination intellectuelle mais sans empathie réelle ou compréhension viscérale de ce que signifie réellement vivre une vie humaine. Son système nerveux est littéralement câblé pour la dissociation, pour observer plutôt que participer, pour conceptualiser plutôt que ressentir. Pendant que d'autres signes plongent dans l'expérience humaine, le Verseau flotte au-dessus comme un drone, analysant les patterns, mais jamais vraiment présent dans le moment vivant. Si tu aimes ce que tu découvres, mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les secrets des autres signes. Maintenant oui, prépare-toi parce que ça va complètement changer ce que tu croyais savoir sur le Verseau. Le Verseau possède un détachement émotionnel si profond qu'il ressemble à un trouble de la personnalité non diagnostiqué. Ce n'est pas simplement qu'il est rationnel ou qu'il privilégie la logique sur les émotions. C'est qu'il est fondamentalement déconnecté de sa propre vie émotionnelle et de celle des autres, au point où les sentiments lui semblent être des phénomènes abstraits qu'il comprend intellectuellement, mais ne peut jamais vraiment expérimenter de façon authentique. Ce détachement signifie qu'il peut observer quelqu'un qu'il prétend aimer en train de souffrir avec la même curiosité clinique qu'un scientifique observant un spécimen de laboratoire. Il peut reconnaître intellectuellement que la personne est en détresse, mais il ne ressent pas l'impulsion émotionnelle de réconforter, de soutenir, de se connecter. Cette absence d'empathie automatique crée des relations où les autres se sentent constamment seuls, même en sa présence. Ce qui rend ce détachement encore plus blessant, c'est qu'il le présente comme évolution supérieure. Il croit que son incapacité à ressentir profondément est signe de sagesse et de maturité, que les gens qui ont des émotions fortes sont primitifs et non évolués. Cette arrogance transforme son dysfonctionnement émotionnel en vertu, garantissant qu'il ne cherchera jamais à développer une capacité d'intimité réelle. Le plus aliénant, c'est qu'il peut discuter de ses propres émotions avec une distance clinique bizarre, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Il peut dire « je suis triste » avec le même ton qu'il utiliserait pour dire « il pleut dehors ». Cette dissociation de son expérience intérieure crée un vide terrifiant au centre de son être. Leur conviction d'être intellectuellement supérieure est si profondément ancrée qu'elle colore chaque interaction. Ils ne peuvent pas simplement avoir une conversation. Ils doivent constamment démontrer leur intelligence supérieure, corriger les autres, expliquer des choses que personne ne leur a demandé d'expliquer. Cette condescendance automatique rend impossible pour eux d'avoir des échanges authentiques basés sur l'égalité mutuelle. Cette arrogance intellectuelle signifie qu'ils méprisent secrètement la plupart des gens comme étant trop stupides, trop conventionnels, trop émotionnels pour vraiment comprendre leurs idées brillantes. Ils vivent dans un état de frustration perpétuelle, parce que le monde ne reconnaît pas leur génie présumé. Cette victim mentality, déguisée en supériorité intellectuelle, révèle combien leur ego est fragile.
Ce qui rend leur arrogance particulièrement insupportable, c'est qu'elle est souvent non fondée. Ils peuvent avoir des idées intéressantes, mais rarement la profondeur ou l'originalité qu'ils s'attribuent. Beaucoup de leurs pensées prétendument révolutionnaires sont des platitudes emballées dans un jargon pseudo-intellectuel destiné à impressionner plutôt qu'à communiquer. Leur besoin constant de prouver qu'ils sont différents et spéciaux révèle une insécurité profonde déguisée en individualité. Ils adoptent des opinions contraires simplement pour être différents, pas parce qu'ils y croient vraiment. Cette contrariété performative devient leur identité entière, définie uniquement par ce qu'ils ne sont pas plutôt que par ce qu'ils sont vraiment. Le paradoxe, c'est que dans leur effort désespéré d'être uniques, ils deviennent tous exactement les mêmes. Chaque Verseau croit être l'unique génie incompris entouré d'idiots conventionnels, sans réaliser que cette narrative même est le cliché le plus banal et prévisible. Leur rébellion est tellement formulaique qu'elle devient conformité à un autre ensemble de règles. Leur humanitarisme proclamé cache une hypocrisie massive et une indifférence réelle envers les personnes individuelles. Ils peuvent donner des conférences passionnées sur les injustices globales, tout en traitant le serveur dans un restaurant avec mépris. Ils peuvent militer pour les droits humains abstraits, tout en étant émotionnellement abusifs envers leur propre famille. Cette dissociation entre leurs idéaux proclamés et leur comportement réel révèle que leur progressisme est performance intellectuelle plutôt que compassion authentique. Cette hypocrisie signifie qu'ils utilisent souvent leur cause comme bouclier pour éviter l'intimité réelle et la responsabilité personnelle. Ils sont trop occupés à sauver le monde pour gérer leurs propres relations dysfonctionnelles, pour être présents pour leurs enfants, pour faire le travail difficile de connexion humaine authentique. Leur activisme devient forme d'évitement émotionnel. Ce qui rend leur humanitarisme particulièrement creux, c'est qu'il est entièrement théorique. Ils peuvent parler pendant des heures sur comment améliorer la société, mais ils ne font jamais le travail concret, ennuyeux et ingrat qui crée vraiment le changement. Leur contribution se limite aux discussions intellectuelles et aux posts sur les réseaux sociaux qui leur permettent de se sentir moralement supérieurs sans rien sacrifier vraiment. Leur amour pour l'humanité en général combiné avec leur dédain pour les humains spécifiques révèle que leurs idéaux sont projections narcissiques plutôt que vraie compassion. Ils aiment l'idée de l'humanité parce qu'elle peut être moulée selon leur théorie, mais les humains réels, avec leurs besoins émotionnels désordonnés et leurs limitations, les dégoûtent. Le plus révélateur, c'est qu'ils s'attendent à recevoir une reconnaissance constante pour leur progressisme performatif. Ils veulent des cookies pour avoir les bonnes opinions politiques, comme si penser correctement était accomplissement, qui mérite l'admiration, plutôt que simplement le minimum moral attendu. Leur rébellion contre les normes sociales n'est pas courage authentique ou conviction réelle. C'est compulsion pathologique à s'opposer à toute autorité ou convention simplement parce qu'elle existe. Ils ne peuvent pas évaluer si une règle est bonne ou mauvaise. Ils doivent automatiquement la rejeter pour maintenir leur identité de rebelle. Cette opposition réflexive les rend prévisibles et manipulables. Cette rébellion performative signifie qu'ils adoptent souvent des positions extrêmes ou absurdes, simplement pour choquer ou provoquer. Ils ne croient pas nécessairement à ce qu'ils disent, ils veulent juste la réaction, l'attention, la confirmation qu'ils sont différents et spéciaux. Cette trolling devient leur mode principal d'interaction sociale. Ce qui rend leur rébellion particulièrement immature, c'est qu'elle reste bloquée au niveau adolescent de simple opposition. Ils ne progressent jamais vers la vraie subversion qui consiste à créer des alternatives positives. Ils sont excellents pour critiquer et détruire, mais incapables de construire ou de proposer des solutions réelles qui fonctionnent. Leur besoin de toujours être le contrariant dans chaque conversation est épuisant. Si tout le monde dit A, ils doivent dire B, même si B est objectivement stupide. Cette contrariété compulsive n'est pas pensée indépendante, c'est réactivité déguisée en originalité.
Ils sont aussi conformistes que ceux qu'ils critiquent, juste conformistes à un ensemble différent d'attentes. Le paradoxe, c'est que leur rébellion les emprisonne dans une posture rigide, où ils ne peuvent jamais simplement être d'accord ou coopérer. Même quand ils reconnaissent qu'une approche conventionnelle est la meilleure, ils doivent résister par principe. Cette rigidité est aussi limitante que le conformisme qu'ils prétendent rejeter. Leur incapacité à l'intimité émotionnelle les condamne à une solitude profonde qu'ils rationalisent comme préférence pour l'indépendance. Ils ne peuvent pas vraiment laisser quelqu'un entrer parce que l'intimité requiert vulnérabilité émotionnelle qu'ils ont systématiquement éradiquée. Cette fermeture garantit que toutes leurs relations restent superficielles et insatisfaisantes. Cet évitement de l'intimité se manifeste comme besoin constant d'espace et de liberté qui est vraiment besoin de ne jamais avoir à être vraiment proche de quelqu'un. Il crée des relations à distance, des arrangements non conventionnels, des connexions intellectuelles qui leur permettent de maintenir l'illusion de relation sans la vraie proximité émotionnelle qui les terrifie. Ce qui aggrave cette dynamique, c'est qu'ils intellectualisent leurs besoins émotionnels au point où ils ne savent même plus ce qu'ils ressentent vraiment. Ils peuvent discuter de l'amour comme concept philosophique pendant des heures, tout en étant incapables de dire simplement « je t'aime » de façon authentique et vulnérable. Leur tendance à disparaître émotionnellement sans explication révèle une cruauté passive-agressive. Quand les choses deviennent trop réelles ou trop émotionnelles, ils se détachent simplement, devenant distants et inaccessibles, sans jamais expliquer pourquoi. Cette froideur soudaine laisse les autres dans la confusion et la douleur. Le plus blessant, c'est qu'ils traitent les personnes comme interchangeables. Ils peuvent remplacer un partenaire par un autre avec une facilité troublante parce qu'ils n'étaient jamais vraiment attachés émotionnellement en premier lieu. Cette superficialité révèle que leurs relations sont expériences intellectuelles plutôt que connexions de cœur. Leur obsession avec l'avenir et le progrès les déconnecte complètement du moment présent. Ils sont toujours en train de parler de ce qui pourrait être, ce qui devrait être, comment les choses seront différentes dans le futur. Mais ils ne sont jamais réellement ici maintenant. Cette fuite vers l'abstraction futuriste est évitement de la réalité présente avec ses demandes émotionnelles concrètes. Cette orientation vers le futur signifie aussi qu'ils ne valorisent jamais le présent. Les gens dans leur vie actuellement sont négligés parce qu'ils sont occupés à imaginer des connexions futures plus parfaites. Les opportunités présentes sont ignorées parce qu'ils fantasment sur des possibilités futures qui n'existeront jamais. Ce qui rend cette obsession particulièrement frustrante, c'est que leur vision du futur est souvent naïve et irréaliste. Ils croient en des utopies technologiques ou sociales qui ignorent complètement la complexité de la nature humaine. Cette pensée magique, déguisée en vision progressiste, révèle une compréhension superficielle de comment le changement réel se produit. Leur incapacité à être présent détruit leurs relations. Les gens se plaignent constamment qu'ils sont physiquement là, mais mentalement ailleurs, toujours distraits, toujours en train de penser à autre chose. Cette absence chronique crée une solitude profonde pour ceux qui essaient de se connecter avec eux. Le paradoxe, c'est que malgré toute leur rhétorique sur l'innovation et le changement, ils sont souvent remarquablement inflexibles dans leur propre vie. Ils peuvent rester dans des situations dysfonctionnelles pendant des années, incapables de faire les changements concrets qu'ils prêchent pour les autres. Leur froideur émotionnelle qu'ils présentent comme objectivité rationnelle est vraiment incapacité à se connecter qui ressemble au spectre autistique. Ils ne peuvent pas lire les signaux émotionnels subtils, ne comprennent pas les besoins non verbalisés et sont complètement perdus dans les situations qui requièrent intelligence émotionnelle plutôt qu'intelligence intellectuelle. Cette alexithymie les rend incompétents dans les relations intimes où la navigation émotionnelle est essentielle. Ils peuvent blesser profondément les gens sans même s'en rendre compte, parce qu'ils ne peuvent pas percevoir l'impact émotionnel de leurs actions. Cette cécité émotionnelle crée des désastres relationnels constants.
Ce qui aggrave leur incompétence émotionnelle, c'est qu'ils refusent de reconnaître leurs limitations dans ce domaine. Ils croient que parce qu'ils sont intelligents intellectuellement, ils comprennent automatiquement les dynamiques émotionnelles aussi. Cette arrogance garantit qu'ils ne chercheront jamais à développer l'intelligence émotionnelle qu'ils manquent si désespérément. Leur tendance à pathologiser les émotions normales comme irrationnelles ou primitives révèle une peur profonde de leur propre vie émotionnelle refoulée. En déclarant les émotions comme invalides ou inférieures, ils justifient leur propre dissociation et évitent d'avoir à faire le travail difficile de développer une capacité émotionnelle. Le plus dommageable, c'est qu'ils transmettent cette invalidation émotionnelle à leurs enfants, créant une génération de personnes qui ne savent pas comment ressentir, exprimer ou gérer des émotions de façon saine. Cette transmission de trauma émotionnel déguisé en rationalité est une des formes les plus insidieuses de négligence. Leur imprévisibilité et leur changement d'humeur soudain créent une instabilité qui rend impossible pour les autres de se sentir en sécurité avec eux. Ils peuvent être chauds et engagés un jour, puis froids et distants le lendemain, sans explication. Cette volatilité émotionnelle contredit complètement leur image de personnes rationnelles et stables. Cette imprévisibilité vient de leur propre confusion sur ce qu'ils ressentent, parce qu'ils sont tellement dissociés de leurs émotions quand les sentiments émergent finalement. Ils sont submergés et réagissent de façon extrême et chaotique. Cette dysrégulation contredit leur prétention de supériorité rationnelle. Ce qui rend leur imprévisibilité particulièrement manipulatrice, c'est qu'elle garde les autres constamment déséquilibrés. Les gens ne savent jamais quelle version du Verseau ils vont rencontrer, créant une anxiété constante et une marche sur des œufs qui caractérisent les relations avec des personnes émotionnellement instables. Leur besoin de maintenir leur image de personne unique et spéciale les empêche d'admettre quand ils ont tort ou quand ils ont besoin d'aide. Cette rigidité identitaire crée une fragilité où toute menace à leur image de génie incompris déclenche des réactions défensives massives. Le paradoxe, c'est que toute leur célébration de l'individualité est superficielle. Ils adoptent des marqueurs externes d'unicité, des vêtements bizarres, des opinions provocantes, des intérêts obscurs, mais intérieurement, ils sont souvent remarquablement vides et non développés. Leur individualité est costume plutôt qu'essence authentique. Leur contribution à la société est généralement beaucoup moins impressionnante qu'ils le croient. Ils peuvent avoir des idées intéressantes, mais rarement la discipline ou l'engagement pour les manifester de façon significative. Leur héritage est souvent plus de conversations intéressantes que d'impact réel ou durable. Cette inefficacité vient de leur incapacité à collaborer ou à travailler dans des systèmes existants. Ils sont tellement occupés à prouver qu'ils sont différents qu'ils ne peuvent pas faire les compromis nécessaires pour créer un changement réel. Leur purisme idéologique devient obstacle à l'efficacité pratique. Ce qui est ironique, c'est que malgré toute leur rhétorique sur le progrès collectif, ils sont profondément individualistes et incapables de vraie solidarité ou sacrifice pour le bien commun. Leur progressisme est toujours conditionnel à leur propre confort et leur propre reconnaissance. Leur étrangeté finale est qu'ils existent comme observateurs extraterrestres qui étudient l'humanité sans jamais vraiment en faire partie. Ils sont perpétuellement à l'extérieur, regardant vers l'intérieur, analysant et théorisant mais jamais vraiment vivant, ressentant, se connectant de façon authentiquement humaine. Leur fonction cosmique n'est pas d'innover ou de progresser, mais de nous montrer les dangers du détachement extrême et de l'intellectualisation comme évitement de la vie émotionnelle. Ils sont avertissements vivants sur ce qui arrive quand nous privilégions les idées au-dessus des personnes, le futur abstrait au-dessus du présent concret. Leur souffrance vient d'être piégée dans leur propre tour d'ivoire intellectuel, séparée de l'expérience humaine chaude et désordonnée par des murs de rationalisation et de détachement. Ils observent la vie plutôt que de la vivre, théorisent l'amour plutôt que de le ressentir, et meurent finalement seuls malgré toute leur rhétorique sur l'unité humaine. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque,
le Verseau émerge comme le plus aliéné et dissocié, un signe si étrange qu'il défie toute tentative de connexion ou de chaleur humaine réelle. Son étrangeté n'est pas d'être original ou progressiste, mais d'exister comme intelligence sans cœur, pensée, sans sentiment. Peut-être que le plus tragique du Verseau est que son intelligence et sa vision pourraient être des forces incroyables pour le bien si seulement il pouvait les connecter à une empathie et une présence réelle. Son originalité et sa pensée indépendante sont des dons que le monde a besoin, mais pas au prix de l'humanité et de la connexion. Son étrangeté est son avertissement au monde. Pendant que d'autres signes luttent avec trop d'émotions ou trop d'attachement, le Verseau nous montre que le détachement extrême est sa propre forme de mort, que l'intelligence sans cœur est vide et stérile. Ce sont les visionnaires qui imaginent de nouvelles possibilités, les innovateurs qui remettent en question le statu quo, les penseurs qui nous poussent à évoluer. Mais peut-être que leur vraie fonction est de nous enseigner que la vraie évolution inclut le cœur autant que l'esprit, que le progrès sans compassion n'est pas progrès du tout. Maintenant que tu connais ces secrets sur la vraie nature du Verseau, tu penses toujours qu'il est juste original et humanitaire? Si tu es Verseau, partage cette vidéo pour que les autres comprennent enfin que ton détachement cache une incapacité à connecter. Et si tu connais un Verseau, dis-moi en commentaire laquelle de ces caractéristiques t'a le plus surpris. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque signe cache des étrangetés qui vont bien au-delà de ce qu'on croit savoir sur l'astrologie. Mets un like si maintenant tu comprends pourquoi le Verseau est bien plus froid et dissocié que tu ne l'avais jamais imaginé.